Bien, donc nous allons passer maintenant à la dernière présentation par René Alberti sur buts initiaux et perspectives. Merci. Je vais peut-être donner quelques mots sur moi avant, puisque je suis peut-être le plus externe de vous. Je suis neuropsychiatre de formation et surtout spécialiste du risque. J'ai abandonné assez vite la neuropsychiatrie, je suis rentré chez les militaires, j'ai été professeur au Val-de-Grâce avec la chaire de physiologie du travail et de recherche, et très vite centré sur les risques, avec 10 ans qui ont été passés dans l'aviation, où j'ai été le responsable européen de la sécurité aérienne et du manufacteur humain qui y est associé. Et puis je suis revenu aux États-Unis, en fait, accompagné Don Berwick, qui était l'acteur principal de l'Obamacare sur la montée en puissance après le rapport To Err is Human sur les erreurs médicales. Et c'est après ce long détour que je suis arrivé à la HAS, d'un côté, comme conseiller sécurité du patient et président de la commission d'accréditation. J'étais président pendant 10 ans. Et en parallèle, j'étais le directeur scientifique de la MACSF, ce qui m'a donné quelques connaissances sur le domaine assurantiel. Et c'est ce mélange qui a fait que j'ai eu le plaisir d'accompagner le système jusqu'à son bout actuel, qui est pas un bout, mais qui est une étape. Et ce que je vais vous dire, c'est un complément de tout ce qui a été dit, mais c'est la lecture. Est-ce que ça a servi d'un point de vue de la sécurité, puisque c'est mon travail de parler de sécurité du patient. Est-ce que ça a servi d'un point de vue de la sécurité? Alors, je vais passer super vite sur la plupart des diapos, parce qu'elles ne font que répéter ce que vous avez vu, donc ce n'est pas la peine d'y mettre beaucoup d'efforts. On sait qu'elle est l'accréditation est née avec un double objectif, une prise d'assurance d'un côté et une préoccupation croissante pour la sécurité du patient. Je vous parle surtout du deuxième point, le premier a été bien vu. Sur ce premier point, il faut savoir que, évidemment, les premières idées sur le risque patient sont venues des États-Unis, on les situe fin des années 90, avec quelques grandes publications qui étaient d'ailleurs assez associées avec des visions assurantielles sur un risque qui est apparu d'un coup énorme en matière d'erreurs humaines et de mortalité, et avec des enquêtes qui ont été faites dans tous les pays sur, mais alors, bonne année, et qui ont toutes dit à peu près les mêmes choses, y compris jusqu'aux plus récentes enquêtes. La dernière est suisse, vraiment elle est très récente, c'est de 2017, mais depuis 2005 on les multiplie de pays en pays. Un patient sur 10 qui entre à l'hôpital aura un événement indésirable, pas forcément lié au médecin, mais aura un événement indésirable, et un patient sur 1000 mourra de sa prise en charge thérapeutique. Et ça n'évolue pas, d'un point de vue macroscopique. Il faut se rendre compte de ça. C'est très complexe comme système. Donc, à la fois, c'est le verre à demi-plein, c'est pas bien, et à la fois, c'est aussi quelque chose qui doit être mis en perspective de la complexité des prises en charge et de leur évolution. Et comme je vous le disais juste avant, avec Don Berwick, le rapport de l'IOM, donc de l'Académie de médecine américaine de 1999, on avait vraiment mis l'accent très très fort sur les erreurs médicales, en disant c'est pas un problème de docteur, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est un problème de système, c'est un problème d'équipe, c'est un problème de prise en charge, c'est un problème d'établissement. Et si on arrive à regarder tout ça différemment de ce qu'on le regarde jusque-là, qui est juste le prisme du chirurgien qui est en train d'inciser, alors on va comprendre des choses qui feront progresser le système. Alors on a essayé de faire ça, mais jusqu'à très récemment, on a des résultats qui sont très très inquiétants. Ce papier du Lancet, très discuté par ailleurs, hein, il y a eu une grosse polémique autour, hein, mais ce papier du Lancet situe le risque chirurgical en termes de mortalité en Europe à 4%. Alors bien sûr, il prend en compte les patients fragiles, bien sûr, il prend en compte la chirurgie gerontologique, etc. Il prend en compte et il sort la chirurgie ambulatoire. Mais il n'empêche, c'est des chiffres qui sont inquiétants, et les reviewers du Lancet ne sont pas complètement neuneux, donc il y a une partie quand même qui était assez convaincante sur le fait que ce papier peut passer au Lancet. Il a été critiqué après, donc ne restons pas sur le papier, mais considérons quand même que c'est un vrai sujet, et quelque chose qui fait écho à mon passage dans l'aviation. Évidemment, pour progresser, on s'est dit, allons regarder les grands frères industriels qui font des choses bien, et on a importé plein de choses, les checklists dont on a parlé depuis déjà une demi-heure, 2 heures je pense, et bien d'autres choses, pour essayer de s'approprier ce qui faisait bien chez ceux qui réussissent, et notamment l'aviation. Alors, l'état des lieux,
Vous savez qu'on a un système donc, évidemment d'accréditation, je passe dessus parce qu'on vient de le voir, un parcours d'accréditation qui est bien décrit dans tout ce qu'on a écouté, donc je passe aussi dessus, avec une accréditation de 4 ans. Les chiffres, vous les avez vus, donc je repasse également très rapidement, 105, 120, enfin bon, ça dépend, mais en gros, plus de 100 000 événements porteurs de risques dans la base, un nombre quand même très important de médecins qui sont accrédités, pas mal de spécialités qui se sont impliquées, essentiellement chirurgicales, anesthésiques, mais on a également une spécialité qui n'est pas de ce domaine. Et évidemment, on a des spécialités interventionnelles qui ont essayé de rejoindre pour la plupart, avec des difficultés. Certaines sont malgré tout très actives dans l'accréditation. Alors le bilan des productions, on l'a entendu aussi, mais je vous le redonne très vite. D'abord, ça a produit des alertes sur les risques, assez nombreuses, des informations sur les risques, tout ça étant validé quand même par un collège à la haute autorité, avec une production qui est diffusée. Ça ne veut pas dire qu'elle est influente, elle est diffusée à la communauté. Des informations sur les risques, des papiers, des EPR ciblés avec un certain nombre d'actions particulières, qui sont évidemment des actions bénéfiques sur la communauté, des solutions dont on vous a beaucoup parlé pour la sécurité du patient, un grand nombre. Il y en a aujourd'hui plusieurs, plus de 10, donc plus de 10, même plutôt 15, et il y a plusieurs types de solutions derrière. Des notices d'explication, de pédagogie qui sont destinées à la communauté chirurgicale. Et donc, on a une production qui n'est pas qu'une production virtuelle, c'est une production réelle d'un certain nombre d'alertes et de papiers très classiques dans la logique scientifique sur le risque chirurgical et la manière de le faire évoluer. Alors, est-ce qu'on a des impacts? On en a un qui est génial. C'est un outil d'acculturation à la sécurité des prises en charge pour les professions chirurgicales sur le vocabulaire, les concepts, le travail sur l'erreur, la déclaration, l'analyse et l'intérêt pour la sécurité. On est parti de quasiment zéro. On n'était pas que chez nous, mais il faut se rendre compte, en 2005, ces notions-là, qui ont poussé dans le monde entier, étaient quasiment inconnues de la communauté, en 10 ans, et bien sûr aussi, on ne peut pas être sûr que c'est que l'accréditation, parce qu'il y a un mouvement général. Mais l'accréditation a beaucoup fait, et particulièrement sur une population qui n'était pas facile à atteindre, qui étaient les libéraux, qui travaillent plus en individuel que les médecins hospitaliers, et qui ont été quand même atteintes par cette pédagogie. Et c'est une condition préalable à toute amélioration, et là, les progrès sont vraiment très grands. C'est un outil de sécurisation des pratiques qui comble un vide, parce que c'est un retour d'expérience entre pairs sur l'élaboration de solutions de gestion, essentiellement de récupération ou de problèmes qui n'ont pas une valeur si grande que les collèges les aient traités en grande priorité. Donc les collèges de spécialité n'ont pas traité en priorité ces défauts de la pratique qui remontent quand on écoute les chirurgiens. Et finalement, on a là une voie qui complète ce que fait très officiellement les collèges sur la prise en charge du risque au sens large. Et là, on est plutôt dans les défauts, des mini-défauts de cette prise en charge. Évidemment, on a beaucoup d'impact sur les matériaux, locaux, équipes, relations au planning, à la gouvernance des établissements, entente interprofessionnelle dans et hors du bloc, comme on en a parlé avec les anesthésistes. Et tout ça, on pouvait le lire aussi à travers alors, des choses qui sont un peu plus d'un niveau général et qu'on ne peut pas directement relier à l'accréditation, mais quand on parle d'amélioration de la sécurité en chirurgie, c'est vrai qu'il y a des poches d'amélioration considérables sur les infections notamment, sur un certain nombre d'actes et la checklist, qui n'était pas qu'un outil de l'accréditation, c'est un outil mondial, a été porté par l'accréditation et a servi dans ce domaine-là. Alors il faut quand même dire que c'est pas très simple en chirurgie de faire des mesures de gain en sécurité. Ça c'est très important de le comprendre parce que ça rend les discours parfois complexes autour du gain par la sécurité. Il y a une amélioration lente mais continue de la sécurité des actes et des parcours sur les chirurgies exemplaires et presque toutes les grandes chirurgies exemplaires
ont des papiers majeurs attestant de cette amélioration sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc si on prend du vasculaire, si on prend de l'orthopédie, si on prend toutes les grandes spécialités chirurgicales. On a des chiffres qui sont plutôt optimistes des assureurs. Je rappelle juste deux choses. 2013, j'aurais pu en prendre d'autres, 2013, chez Branché, les médecins accrédités semblent moins ciblés par les réclamations que les non accrédités. Et en 2017, ça c'est mon expérience personnelle, il y a une stabilité, une très légère tendance à la baisse du volume régulier du risque chirurgical à la MACSF, ce qui est plutôt un bon signe parce qu'on a quand même une mise en jeu d'outils dans lesquels contribue l'accréditation. Mais les bénéfices locaux d'une chirurgie particulière tendent à disparaître dans les enquêtes plus globales. Et là, il y a vraiment très grosse littérature sur la difficulté de lire la mesure objective du risque. D'abord, il y a une instabilité des références du risque. Il y a un changement de pratique constant, et on ne peut pas comparer à 10 ans, on ne peut pas interpoler à 10 ans les chiffres de progrès. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est parce que, comme on a changé les pratiques, on n'a pas le même référentiel. On a aussi des corrections qui ont été apportées dans les papiers sur la lecture du risque. Alors qu'on lisait le risque intra-hospitalier, on a commencé à le lire en post-op, on a commencé à le lire en post-op à 10 jours, à 30 jours, et on le lit maintenant à 1 an. Et évidemment, si on allonge la période complète du parcours patient, on lit des complications qu'on ne lisait pas avant. C'est assez logique. Et donc, la mesure change, mais elle n'est pas comparable. Donc, c'est difficile de l'étalonner dans le temps. On a des prises de risque plus grandes, et la chirurgie gérontologique est évidente. Si on fait des prothèses de hanche à 94 ans, on a une nouvelle chirurgie qui a un risque, pas tellement dans sa technique, mais dans ce qu'elle va représenter en termes de mortalité patient. Et toute erreur sera sanctionnable beaucoup plus rapidement, notamment en infectieux, si on n'a pas une présence de chirurgiens, d'anesthésistes et d'équipes qui prend en charge vraiment de façon très soignée le post-op de ces patients fragiles, toute la fragilité patient. Et puis on a des innovations constantes, et ça c'est un vrai problème. Je vous rappelle, ça a été évoqué très rapidement, que la durée de vie moyenne des connaissances est de 5 ans et demi dans la plupart des grandes spécialités. Il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés à très bon niveau sur ce domaine. C'est très stable, c'est bien plus rapide que ce qui est l'année dans l'aviation ou dans le nucléaire. Et évidemment, ça crée un flux d'innovation qui, sans arrêt, dévale le système, particulièrement en chirurgie. Et vous voyez les résultats, 75% des innovations médicales n'apportent rien, mais 7% sont très bénéfiques, sont même des innovations de rupture. Et là, le problème, c'est de trier entre le négatif qui est associé à la masse des innovations qui n'apportent rien, et les quelques innovations qui vont vraiment créer la rupture. Et évidemment, il faut aussi parler d'innovation d'organisation, et parler de chirurgie ambulatoire, c'est une innovation majeure en chirurgie, alors qu'elle n'est pas majeure en technique. Mais elle est majeure en chirurgie parce que le parcours patient est totalement différent, et que donc le risque qui était complètement calculé au niveau de l'hôpital doit être totalement calculé différemment sur le parcours. Et là, on est très loin d'avoir purgé une nouvelle vision correcte, y compris dans l'accréditation, où on reste encore assez dans les déclarations centrées sur le père hospitalier, et on a du mal à parler un peu loin, à 30 jours, de problèmes qui sont arrivés aux patients. Je ne dis pas qu'on n'en parle jamais, il y en a moins que de ce qui est père hospitalier. Et bien sûr, plus on tire le système vers le haut en termes de progrès, plus on met des patients à risque avec des chirurgies à risque, plus on progresse en santé publique, mais plus on crée une queue de problèmes et on augmente le nombre d'événements indésirables et de complications. Et ça, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe qui est bien connu et qui force à un double apprentissage. D'un côté, évidemment, apprendre des nouvelles techniques pour pousser le système toujours plus vite, toujours plus haut sur un bénéfice de santé publique et individuel, mais en même temps, apprendre comment on peut réduire la queue presque inéluctable de risque qui est derrière. Alors, bien évidemment, on a aussi dit que c'était très lié à l'équipe de plus en plus, et je vous rappelle ce papier qui était cité tout à l'heure. Alors le futur, d'abord c'est un constat, c'est que, ok, on peut dire plein de mots sur l'accréditation, mais franchement, il n'y a pas d'autre système. C'est pas le TPC qui a prouvé être très bon en matière de culture de risque. Et il n'a pas la priorité qui vont bien pour devenir le bon outil. Donc l'accréditation, c'est le seul outil avec tous ses défauts qui a fait progresser un petit peu les choses.
dans un domaine où il n'y a pas grand-chose sur la table encore. Il y aura peut-être plus tard, hein, et on peut penser que ça peut évoluer. Mais là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a 4 grandes priorités qu'il faudrait vraiment considérer. La plus facile, c'est actualiser les modalités de cette accréditation, son contenu, parce que la chirurgie change, et il faut vraiment viser l'équipe plutôt que le médecin seul, viser l'interspécialité. C'est un challenge qu'on est tous dessus, donc c'est parti. Plus difficile, à cause du certificat de naissance de l'accréditation, viser une vraie et rapide extension au secteur public et à la formation des jeunes chirurgiens. On est là sur un deuxième défi, il est en cours, mais il n'est pas simple. Le troisième défi, qui est vraiment indispensable, c'est viser l'extension de l'accréditation à toutes les spécialités du parcours de l'opéré. Parce que raisonner uniquement sur un chirurgien et un anesthésiste, ça n'épuise pas du tout le parcours de l'opéré. Il y a des médecins de réhabilitation, il y a des médecins généralistes qui sont maintenant dans les boucles de plus en plus, au début, à la fin, et très rapidement en décharge. Et si on les sort complètement du dispositif, on ne progresse pas vraiment, parce qu'on progresse sur 5 minutes du parcours, mais les 5 minutes suivantes sont à risque, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis un vrai défi politique, c'est du Lego politique, hein, mais c'est basculer sur un statut obligatoire, et évidemment ça ne m'appartient pas de juger s'il a une chance d'exister, mais il fait l'objet de débats et de discussions récurrentes depuis déjà 6 ans ou 7 ans, avec les agences et avec le gouvernement. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau panorama qui finalement est assez positif quand même. Oui, il est très positif. Hein. Alors dans tous les pays, on a un système qui cherche à sortir les outliers. Pour revenir déjà sur une question qui pourra venir derrière, c'est les 4% de chirurgiens, ou les 3%. Bon, les Anglais ils situent à 4%, mais certains pays ont une définition un peu plus étroite. Il faut absolument sortir du système parce qu'ils sont surdangereux. Alors, quels sont les outils qu'on a? On a l'ordre des médecins et des équivalents dans le monde entier, assez inefficaces. Le système anglais a été fortement mis en critique, mais le nôtre n'est pas d'extraordinaire efficacité sur ce domaine. On a des outils qui sont les plans de patients. Et ça, c'est un vrai outil qui va prendre de la puissance petit à petit sur le fait qu'il réverbère finalement un problème. On a les registres qu'on n'a pas, donc ça c'est l'Europe du Nord. Mais alors nous finalement, on peut penser que ce qui a été dit dans les associations progressives entre accréditation et assureurs, parce que c'est les assureurs qui en savent le plus. Donc cette association progressive entre accréditation et assureurs peut aider à sinon les dénoncer, ce qui n'est pas le but, les aider. Aider ces 4%. Aller les voir et essayer de travailler avec eux pour comprendre pourquoi ils sont en difficulté et qu'ils sont complètement outliers. Moi, je me rappelle à la MSSF, on avait des gens qui avaient 10 fois plus de sinistres que normal. 10 fois plus, c'est tout à fait extraordinaire. Évidemment, ça pose un problème très rapide, c'est peut-on continuer à les assurer? Mais plus personne voulant les assurer, c'est aussi une espèce d'opacité intellectuelle, parce que quand on va les voir, parfois, on comprend pourquoi ils ont 10 fois plus de sinistres. Et on peut faire quelque chose. On a parlé tout à l'heure de gens qui ont des parcours familiaux en folie, qui n'étaient pas mauvais pendant 10 ans, et puis d'un coup partent complètement en vrille, qui ont des problèmes financiers et qui se mettent à opérer 4 jours par semaine, 10 heures par jour, en prenant les créneaux sur tous les points, qui sont épuisés complètement et qui commencent à faire des erreurs multiples. Et le problème, c'est pas qu'ils fassent 4 jours, c'est leur problème financier en fait. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Et etc., etc. Et on n'est pas dans la technique, comme le disaient les Américains il y a 10 ans, on n'est pas dans le savoir opérer qu'on croit être la source de tous les problèmes de sécurité. Ça peut exister, mais ça n'explique pas la majorité. La majorité, c'est les conditions dans lesquelles on opère, l'hôpital, l'équipe, et puis les conditions privées. En matière de... Gérard, oui, Gérard Pascal. Merci pour votre très brillant exposé qui était vraiment passionnant. Vous êtes parti au départ d'un certain nombre de chiffres de constats. La mortalité, le risque de mortalité d'une personne, c'est facile, voilà, c'est vraiment plus indésirable, ça c'est malheureusement très facile à recenser. Par contre, sur les complications, je me pose quand même un certain nombre de questions aussi, parce que vous savez très bien que la méthodologie de collecte des données sur les complications peut être extrêmement variable. Est-ce que je vous donne un exemple? Est-ce qu'on va déclarer une fièvre inexpliquée ou autre chose comme une complication ou pas? Et donc je me pose beaucoup de questions sur la fiabilité des complications, et donc à partir de ça, vous avancez vers la nécessité de l'accréditation et les progrès qu'elle peut faire.
Mais pour ça, vous basez évidemment sur ces chiffres dont on parle. Et ça me pose un petit peu de question. Dans mon expérience personnelle, il y a une classification de complications qui nous a aidé, surtout, je pense, pour les chirurgiens de service, je ne crois pas pour les orthopédistes, qui est la classification d'indo-italien, c'est en 4 stades, qui va de la complication, voilà, la fièvre expliquée, on ne fait rien, jusqu'à la classe 5 et la mort. Donc je voulais savoir si ça c'est pris en compte dans ce genre de calcul, parce que je pense que c'est important d'être sur des données fiables, avant de pouvoir faire un certain nombre de conclusions très générales et passionnantes que vous faites sur l'accréditation. Alors, d'abord les complications, c'est le meilleur outil, c'est les registres. Si on veut vraiment faire progresser la France, il faut convaincre tous les collègues d'adopter des registres. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a 93 en Suède, il y en a 63 aux Pays-Bas et il y en a quelques-uns en Suisse. Donc, on a du chemin à faire. Et là, il y a une traçabilité de complications qui peut être reprise avec un support accréditation derrière. C'est vrai ce que vous dites. Hein. Aujourd'hui, on a des chiffres relativement généraux. C'est ce que j'ai dit en termes de difficultés. Et des inférences à certains moments. Et des inférences peuvent être critiquées parce qu'on n'a pas exactement la déclaration précise de toutes les complications d'un chirurgien. D'ailleurs, peu de chirurgiens tiennent un cahier de complications. C'est juste un état de fait. C'est regrettable, hein, mais ça peut être poussé par l'accréditation aussi. L'accréditation, elle ne peut pas forcément être juste un outil pour avoir des chiffres à la fin. Elle est aussi un outil pour donner des bonnes idées, des bonnes recommandations de pratique sur comment regarder les risques dans son travail quotidien de façon plus habituelle, plus efficace, etc. Mais vous avez raison sur la critique. Philippe Braille et puis ensuite Eric Letrache. Juste pour répondre au problème des registres, Hébert Vianney me disait que quand nous avons fait cette séance consacrée au registre à l'Académie il y a quelques mois, on avait convenu qu'il fallait absolument la faire, bien sûr, que c'était un meilleur outil, mais en chirurgie bariatrique, le registre coûte 70 000 € par an. Donc le problème du registre, c'est moins, semble-t-il, une volonté des chirurgiens qu'un problème de financement. Alors, si on veut avancer, il faudra dire qu'il faut financer les registres, mais avec quoi et par qui. Ça, c'était pas ma question. Ma question, c'est que on voit aujourd'hui, après 10 ans, que l'accréditation est un modèle extraordinaire d'analyse de la vraie vie. Je trouve qu'on n'a pas assez dit aujourd'hui, ni Alain Deleuze, ni personne d'autre, qu'on avait obtenu, grâce à Bertrand Millat essentiellement, le fait que l'accréditation valait des PC. Et ça, c'est très fort. Et quand on lit, quand on discute avec Usan, on s'aperçoit que la certification va s'inspirer, doit s'inspirer du modèle de l'accréditation. Est-ce qu'on n'a pas là des arguments extrêmement forts pour relire la dernière ligne de la dernière diapo? Est-ce qu'on n'a pas des arguments forts pour imposer que ce parcours d'accréditation soit obligatoire et multispécialité? Le débat fait rage. Eric, oui, sur le DPC, on a dit, que l'accréditation des DPC au début. On n'avait pas assez insisté sur ce point extrêmement fort parce que c'est une façon d'emmener avec nous les hospitaliers. Eric. Moi, je voudrais poser une question à René. D'abord, bravo, parce que c'était un exposé très intéressant. Et la question que je me pose et que beaucoup de gens se posent, c'est finalement, est-ce que l'accréditation et la certification ne vont pas finir par se rejoindre pour un seul dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles sur les plateaux téléphoniques lourds? C'est probablement une direction. Il faut savoir qu'évidemment, on a derrière une administration. C'est lourd, une administration, avec des dispositifs qui dépendent de décrets différents. Et que l'union de ces systèmes est presque plus un problème de barrière administrative que de bon sens. Le bon sens dit il faut le faire. Et les barrières administratives disent dans 10 ans peut-être. Donc je ne sais pas quelle sera la réponse, mais j'ai peur que ce soit dans 10 ans peut-être. Vous parlez du cahier des complications des chirurgiens, mais en fait ça, c'est le numérateur. Ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a un dénominateur où le chirurgien connaît son activité quantitative. Et après, on peut juger des risques qu'il faut encourir. Pardon,
je sais pas si je n'étais pas à la séance des registres, mais moi j'ai essayé de monter le registre des recueils d'hypothèses mammaires, puisque on avait été quand même dans l'œil du cyclone, et donc je l'ai fait sur le modèle canadien, sur le modèle canadien qui existe déjà. Et depuis juin 2016, il est à la CNIL, et en attente de validation. La CNIL ne veut pas valider pour les histoires d'anonymat, etc. Donc voilà. Autre barrière française. Voilà. Dernière question. Jean-Pierre Costa, vous avez parlé des 4% Hartlager. Vous qui avez l'expérience de l'aviation, est-ce que ce chiffre est identique parmi les pilotes? Si oui, est-ce que c'est le système Particaris qui veut ça? Sinon, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur notre formation, et notamment sur le chiffre n'est pas du tout comparable. Chez les pilotes, on est à 0,00 et des poussières. De toute façon, le type qui est outlier, il est éliminé. Et donc, non, c'est pas comparable. Et oui, il faut se poser des questions sur notre capacité, pas notre formation. Je ne crois pas. Parce que c'est pas parce que vous êtes outlier que vous avez été mal formé. Vous avez pu avoir des séquences de vie dans lesquelles vous étiez tout à fait un bon chirurgien, mais ça a dérapé à un moment. Il y en a qui sont, depuis qu'ils sont nés, pas doués. Mais c'est pas la seule production de outlier. Et là où on n'est pas bon, c'est quand, sous l'effet de... on ne veut pas faire de la délation, on ne veut pas le dire, on laisse des collègues qu'on sait pertinemment dangereux opérer dans le même bloc que soi. On n'a pas un système. On n'a pas de système de pair qui sache dire ça. On va peut-être faire ça. Moi, je voudrais d'abord remercier tout le monde. Je voudrais rappeler aux orateurs qu'il faut absolument rendre un papier pour les mémoires. Donc, il faut écrire ce que vous avez dit. Pour les mémoires et l'envoyer ici avec le ministre, ça vous en dit pas. Pardon ? Un autre papier pour résumer. Ah oui, un papier qui résume, un papier plus pour les mémoires. Voilà, et puis remercier tout le monde, tous les participants et tous les orateurs. Je veux dire un petit mot, Xavier. Merci à tous. Vraiment, on a, je pense, beaucoup discuté. Et là, ressort le fait qu'on a des spécialités différentes et c'est important de pouvoir échanger entre toutes les spécialités sur le même problème de culture de risque. Merci beaucoup.